Salut à tous. Comme promis, on se retrouvera enfin pour parler de la saison 7 de The Walking Dead, de ce qui pourrait se passer en saison 8 et plus globalement de l'avenir de la série. Comme d'habitude, je reprécise au cas où que cette vidéo est 100% spoiler et que par conséquent vise uniquement les personnes ayant fini la saison 7. Cette seconde partie de saison 7 ne s'est résumée qu'à nous montrer la progression du projet de révolte de Rick jusqu'à un affrontement final dans le dernier épisode. Mais cette saison était un cap à franchir, une épreuve obligatoire à passer. J'ai apprécié ce dernier épisode, et même si toute cette attention autour de Sasha m'a un peu saoulé durant l'épisode, la finalité et le propos de cette attention se justifient parfaitement lors de l'affrontement final. De même que je me suis senti un peu violé de ne pas avoir eu ma dose, je m'attendais vraiment à une grosse avancée au niveau du conflit avec Negan et les Sauveurs. Je pense qu'on est autant à avoir un avis un peu négatif sur l'épisode qu'à avoir un avis positif. En gros, on a ceux qui ne sont pas contents parce que la série se rallonge, qu'on a de plus en plus de temps mort, de blabla, moins de conflits, moins d'instants vraiment prenants, moins d'action. Et ceux qui sont entièrement satisfaits et applaudissent le fait que la série approfondit de manière merveilleuse les personnages et leur psychologie, les enjeux et l'intensité de certaines situations délicates. Personnellement, j'ai le cul entre deux chaises, mais bon, depuis le début de la série, on a toujours eu d'énormes temps morts, beaucoup de blabla. Est-ce que je dois vous rappeler la saison 2, certains moments de la saison 4, et encore, j'en oublie. Donc ça date pas d'hier et pour autant ça ne nous a pas empêché de continuer à regarder. Mais là où je suis d'accord sur la grosse batte critique sur le dernier épisode, c'est le combat final, qui est parti un peu en espèce de western spaghetti, où ça tire de partout mais visiblement ça touche peu de gens. Il y a énormément de plans où tu vois tout le monde tirer partout, c'est à la limite du comique. Sans compter Shiva, la tigresse d'Ezekiel, qui apparemment a un bouclier par balle invisible, vu qu'aucun sauveur, aucun Garbage Kids ne juge bon d'au moins essayer de la tuer. C'est sûr qu'un tigre c'est impressionnant, mais quand t'as une mitraillette chargeur camembert dans les mains, normalement t'as moyen de te dire qu'une pluie de plomb peut arrêter un animal agressif, non ? Rick est le chef d'Alexandria, Ezekiel celui du royaume, et durant cette seconde partie de saison, on a vu Maggie prendre de plus en plus de galons à la colline, jusqu'à en être le leader naturel sur les derniers épisodes. Maggie, qui depuis le début s'est engagée dans une optique de revanche envers Negan, il aura fallu attendre la fin de mi-saison pour que Rick se rende compte qu'il est impossible de vivre paisiblement avec les sauveurs. En ce qui concerne Ezekiel, qui avait d'abord refusé gentiment la proposition d'alliance, finit par l'accepter après la mort de Benjamin et le sacrifice de Richard. Tout ça pour dire que cette alliance qui a mis du temps à se concrétiser est finalement sur pied et a réussi à repousser Negan pour la première fois, et les Garbage Kids qui ont retourné leur veste au dernier moment. C'est une première victoire, mais ce n'est qu'une bataille. Je trouve vraiment dommage qu'après la scène d'action, l'épisode enchaîne sur de la voix off avec des plans comme celui qu'on a pu voir avec Rick, Ezekiel et Maggie debout sur une estrade parlant au peuple, alors qu'on aurait pu avoir quelques scènes où les trois groupes se rencontrent vraiment. Par exemple, une discussion entre Ezekiel et Maggie, même rapide, aurait été cool. Là, cette fin de saison, ça laisse penser que durant la saison 8, on n'aura pas ça, cette rencontre, que lorsqu'on les verra ensemble, ils seront déjà amis quoi. Et pour conclure sur cette alliance, Rick a gardé une botte secrète que vous avez sûrement oubliée. J'avoue que moi-même j'avais complètement zappé. C'est un de mes meilleurs amis qui me l'a rappelé. Et bisous Simon. En effet, lors de l'épisode 9 de cette saison, Rick, Jésus et d'autres ont récupéré des explosifs que les sauveurs avaient placés sur une autoroute pour faire exploser une énorme meute de zombies. Jésus fait la remarque qu'il devrait laisser des explosifs pour la meute, mais Rick préfère laisser la meute passer, car il pourrait en avoir besoin plus tard. Alors est-ce que Rick a toujours en tête cette fameuse horde de zombies? On verra ça en saison 8. Alors les trahisons dans cette seconde partie, il y en a eu pas mal. Bon déjà Eugène, même s'il accepte l'offre de Negan par peur de mourir, ça reste de la trahison doublée d'une lâcheté assez affligeante. Je pense que si Abraham serait toujours en vie, Eugène il aurait pas fait long feu durant la bataille finale. Et c'est dommage, Eugène avait commencé à prendre une toute nouvelle dimension en réussissant à fabriquer une balle. Je pensais vraiment qu'il aurait continué à devenir un survivant un peu plus courageux et brave. Finalement il a choisi la facilité mais garde toujours ses manières et de la tendresse pour ceux avec qui il a voyagé et vécu des moments forts. Au premier abord, on pourrait penser que Eugène n'avait pas d'autre choix que de devenir Negan, mais c'est faux, le mec s'est fabriqué des balles, rien que ça. Ça m'étonnerait très franchement que Negan envisagerait de tuer Eugène gratuitement. Je pense qu'Eugène aurait très bien pu s'affirmer en disant ouais ok, je sais faire des balles, je vais t'aider parce que sinon tu me tues, et je t'emmerde Negan. Mais non, il a un peu ce rôle de sbire lâche mais intelligent qui n'ose pas rentrer dans un conflit direct par peur de mourir. On a Tara aussi qui, après sa promesse faite aux femmes d'Oceanside, elle finit par révéler à Rick l'endroit et le fait que les Amazones soient armées jusqu'aux dents. Bon, cette trahison
saison était largement prévisible, je l'avais d'ailleurs précisé sur la dernière vidéo sur la série. Qu'est-ce que je peux en dire, à part que c'est une facilité scénaristique, et c'est d'autant plus évident qu'ils ont même pas tourné, ou en tout cas n'ont pas montré la scène où Tara fait cette révélation à Rick. C'était du style « Oh merde, j'ai juré de jamais balancer », mais là on galère tout autant qu'au début à avoir des armes, mais là je sais pas pourquoi, il faut absolument que j'en parle à Rick. C'est dommage qu'avec autant d'épisodes, ils aient pas eu le temps de développer plus ça à la communauté d'Oceanside. Les épisodes en moyenne duraient 44-45 minutes, ils auraient pu augmenter ça à 50-55 minutes, parce que seulement à peine un épisode et demi pour une communauté qui sera clé malgré elle dans le conflit final, c'est vraiment du bâclage. On a également Dwight qui retourne sa veste, une conséquence logique suite à la perte de Sherry qui s'est enfuie du sanctuaire au même moment où elle a permis à Daryl de faire pareil, laissant derrière elle un message d'adieu, puisqu'on le sait depuis la première partie de saison 7 que Dwight n'est devenu Negan que pour protéger sa femme. Sherry étant sûrement mort, Dwight veut à tout prix se venger de Negan. Il le veut mort et le précise bien à Rick. Je pense que comme moi, beaucoup de personnes ont appris à avoir une certaine tendresse pour Dwight pour finir par l'apprécier. Après tout, c'est l'un des personnages les plus badass de la série et il sera sûrement le meilleur atout dans la poche de Rick pour arriver à coincer Negan. Et pour finir, Gregory, un peu à la manière d'Eugène, Gregory voyant que sa colline est devenue opposant entre guillemets à son régime en tant que leader en faveur de Maggie, et après avoir eu le soutien de Simon qui lui a dit que s'il avait un problème, il était le bienvenu pour venir en parler au sanctuaire. Il décide donc de rejoindre le sanctuaire, très certainement pour balancer le fait que Maggie soit toujours en vie, etc. Mais comme pour Eugène, j'espère que malgré ce choix, il finira par avoir un déclic et permettre, aider d'une quelconque manière l'Alliance. Alors, les Garbage Kids, eh bien c'est la nouvelle communauté de cette seconde partie. Garbage veut dire poubelle, ils habitent dans une décharge. Sur internet en France, on les appelle majoritairement les Garbage Kids. Donc je vais faire pareil puisque j'ai pas trouvé un autre nom et que dire les enfants poubelles ça rend pas très bien. Donc cette nouvelle communauté est dirigée par un alpha, on peut dire, qui s'appelle Jadis et a deux bras droits, Tamiel et Brion. Durant l'épisode 10, Jadis décrit sa communauté à Rick en disant que depuis le changement, par changement elle veut dire depuis l'apocalypse, ils ne se fatiguent pas, mais que ça devient difficile, que le temps a passé, que les choses changent et que eux aussi vont devoir changer. Ce changement dont elle parle, je pense que beaucoup n'y ont pas prêté attention, à tort, puisqu'il se pourrait bien que ce soit un tournant à venir dans la série. Je m'explique, les Garbage Kids n'existent pas dans le comics. En revanche, il existe une autre communauté qui n'a pas encore été montrée dans la série, mais qui existe dans le comics. Cette communauté s'appelle les chuchoteurs. Je ne vous en dis pas plus sur eux, vous n'aurez qu'à taper sur internet pour savoir si ça vous intéresse. Et donc, je pense que les Garbage Kids sont en fait ce que les chuchoteurs étaient avant de devenir les chuchoteurs. Parce que pour le moment, à part posséder 3 leaders de groupe, les Garbage Kids ne ressemblent pas vraiment aux chuchoteurs. D'où le fait que j'insiste sur cette notion de changement dont parle Jadis. J'en suis convaincu pour 2 raisons. La première, c'est que les chuchoteurs sont une communauté que les fans du comics attendent énormément depuis la vague de nouveaux personnages venant du comics depuis presque 2 ans maintenant. Et la deuxième, parce que je vois mal pourquoi le showrunner aurait décidé d'inventer une nouvelle communauté, inventer des personnages pourquoi pas, mais toute une communauté, j'y crois moyen. Pour conclure sur les Garbage Kids, je ne pense pas que leur relation avec les Sauveurs soit soudée, je pense qu'au contraire, elle est très fragile. Ils se sont alliés uniquement par intérêt, pour les ressources. Je pense qu'ils sont beaucoup plus dangereux que Negan et les Sauveurs, et que ce seront certainement la plus grande menace durant la saison 8. Dans cette seconde partie, on sent un peu moins sa présence puisque c'était la phase de révolte contre les Sauveurs et le projet d'en finir avec eux. Le personnage est toujours aussi drôle et charismatique, j'adore toujours autant son humour, chaque scène, chaque phrase sont limite cultes, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on le voit beaucoup trop ce ton humoristique. Kerr de Cult & Click a dit de Negan qu'il finit par être la caricature de lui-même. Il nous fait rire, c'est bien, mais Negan est aussi un personnage qui fait peser constamment une certaine tension autour de lui, comme une énergie, et je trouve qu'ils ont vraiment trop accentué le côté comique du personnage. Il y a bien quelques scènes où on retrouve cette tension, je pense par exemple à la scène où Sasha est sur le point de se faire violer par un sauveur, que Negan débarque avec cette fameuse tension, on sait qu'il va se passer quelque chose. En dehors de ça, j'ai trouvé dommage sur le dernier épisode que Negan a l'air de savoir que tous les problèmes survenus ces derniers temps viennent de Rick et d'Alexandria. Je vous vois déjà me dire que c'est parce que Sasha s'est infiltrée au sanctuaire et a tiré sur tout ce qui bouge, mais elle l'a dit elle-même à Negan quand ce dernier lui a demandé. Ce n'est pas Rick qui l'a envoyé au sanctuaire. Je pense que Negan a bien compris qu'elle disait vrai.
Donc cette soudaine certitude qu'il y a un problème avec Rick et Alexandria, elle vient bien des Garbage Kids, vu qu'ils ont trahi Alexandria pour un meilleur deal avec les Sauveurs. Bon, c'est très bien, mais à aucun moment on nous montre un Garbage Kids le dire ou en parler avec Negan. Alors ok, c'était pour garder la surprise, mais ils auraient pu au moins mentionner qu'ils ont été mis au courant par quelqu'un. En dehors de ça, j'ai adoré voir à quoi ressemble Negan quand il est en difficulté. Malgré la situation, il reste hyper serein, comme si qu'il était protégé par Dieu le Père. Il se permet de déconner sur le fait qu'il y a un putain de tic qui les attaque, ça se permet de s'enfuir en camion avec un gros doigt en l'air. D'ailleurs, ils sont beaucoup attirés sur le camion, mais apparemment lui aussi il a une bulle de protection. Après avoir perdu cette bataille face à l'Alliance, alors qu'il était bien épaulé par les Garbage Kids, on nous montre Negan en mode Palpatine qui fait son speech au Sénat, disant que les Sauveurs partent en guerre. On peut voir qu'ils sont sacrément nombreux les Sauveurs, mais est-ce qu'ils sont tous présents à ce moment-là? Parce qu'on sait que les Sauveurs ont beaucoup d'avant-postes, alors a-t-il réuni toutes ses troupes à ce moment-là? Je pense pas, puisqu'au vu de l'échange entre Negan et Eugène, on dirait bien que cette scène se passe quelques minutes après être revenu de la bataille d'Alexandria. J'ai entendu pas mal de personnes qui étaient persuadées que Negan allait mourir dans cette fin de saison. Eh bien non, Negan ne meurt jamais. En tout cas, c'est pas près d'arriver. Hormis le fait que ce personnage qui a entre guillemets relancé la série, en tout cas donné un nouveau souffle, c'est aussi et surtout parce qu'il a encore énormément de choses à faire. Comme j'aime beaucoup le dire via mes vidéos sur la série, Negan est un personnage extrêmement complexe et très mystérieux quant à sa nature profonde. On ne connaît pas son passé, ni comment il en est arrivé à être le tyran déconneur qu'on adore détester depuis le début de cette saison 7. Alors, toutes les pièces du jeu d'échecs sont posées, la guerre a commencé avec cette première bataille à Alexandria, qui oppose la colline, le royaume et Alexandria contre les Sauveurs et les Garbage Kids, qui je pense n'auront pas une vraie relation soudée avec les Sauveurs, mais plutôt une alliance d'intérêts. Mais comme jadis le rappelle assez souvent, ils prennent, ils ne se fatiguent pas, et je pense que cette façon de penser, c'est vraiment un code de vie. Donc je vois mal les deux communautés s'apprécier plus que ça. Ils vont se supporter, puis à un moment donné, l'un des deux voudra se débarrasser de l'autre. N'ayez crainte, cette saison 8 sera explosif, et je fais le pari que dès le premier épisode, ça va être exceptionnel, à l'image du premier épisode de la saison 5. Je pense qu'on sera directement remis dans le bain de l'action, avec une contre-attaque de l'Alliance qui s'en prendrait directement au sanctuaire peu de temps après les événements de fin de saison 7. Avec à la clé une victoire, puisque visiblement les Garbage Kids ne sont pas restés auprès de Negan, étant donné que durant son discours final, on ne voit aucun leader ou sbire des Garbage Kids. En tout cas, la série a plutôt intérêt à renouer avec un peu plus d'action, histoire d'équilibrer le dosage. Le côté très gore de la série manque, AMC a eu énormément de plaintes par rapport à l'épisode 1 de la saison 7, et ils ont très certainement pris en compte de ça pour se calmer sur le reste de la saison. Mais je trouve que c'est justement cette décision de dénaturer la série qui a fait qu'elle a énormément perdu en audience. Rendez-vous fin octobre ou début novembre pour le premier épisode de la saison 8, qui sera également le 100e épisode de la série. D'ici là, on aura eu le droit à un trailer, histoire de nous consoler, et Fear the Walking Dead saison 3 qui démarre le 4 juin. Alors j'ai vu qu'énormément de youtubeurs et autres médias d'internet n'hésitent pas à révéler les origines de Negan, en mode info gratuite, en mode vas-y que je te spoil le comics. Perso je trouve pas ça hyper cool d'en parler gratuitement sans prévenir. Si connaître les origines de Negan vous intéresse, que vous avez trop envie de connaître un peu mieux le personnage, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo après le générique de fin, vous êtes prévenus. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous donne encore plus envie d'être en fin d'année pour la suite de la série. N'hésitez pas à débattre de cette saison 7 dans les commentaires dans le respect, et si jamais l'envie vous prend de parler du comics, je vous prie de le préciser avec un gros hashtag SpoilComics. Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que je supprime votre commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu histoire de donner plus de visibilité à la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si c'est fait, de cocher sur la petite cloche pour ne rien louper de la chaîne. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook, le compte Twitter, Instagram et la chaîne Twitch. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, t'es sûr d'avoir envie de te spoil toi-même le passé de Negan?
Ok, c'est parti. À la base, son histoire n'est pas totalement définie. D'après le créateur du comics Robert Kirkman, Negan était un vendeur de voitures, soit un beau parleur convaincant. Mais depuis est sorti le comics Here's Negan, qui est la dernière version officielle de son origin story. Je ne vais pas résumer tout le comics, je m'arrêterai à un certain point, et ensuite libre à vous de continuer le comics par vous-même. On y découvre Negan, qui est visiblement professeur de sport dans un lycée. Il reçoit des élèves dans son garage et les entraîne au ping-pong, tout en parlant vulgairement avec des blagues sexuelles. Ses élèves finissent par s'en aller, sa femme l'engueule sur sa manière de parler à ses élèves, qu'il risque de se faire virer. Negan lui répond que s'il n'a pas l'air cool même en dehors de l'école, les élèves ne le respecteront jamais. Au même moment, sa femme s'effondre, fait un malaise. Plus tard, à l'hôpital, le médecin vient voir le couple et annonce que malheureusement sa femme a une maladie incurable et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Negan est complètement chamboulé et ne jure qu'à prendre soin de sa femme. On apprend qu'il trompait sa femme et qu'elle était au courant, mais que visiblement ça ne la dérangeait pas plus que ça. Au lit avec sa maîtresse, il se sent coupable et lui dit que sa femme a un cancer. Cette dernière l'envoie chier car elle ne veut pas se sentir coupable elle aussi. De retour chez lui, il avoue à sa femme en avoir terminé avec sa maîtresse, qu'il en a fini avec ça et qu'il souhaite rester avec elle. Plus tard, après certainement plusieurs semaines, Negan est au lit de sa femme à l'hôpital, qui a fini par perdre ses cheveux. Toujours avec sa façon très familière de parler, il lui dit qu'elle va battre cette maladie et qu'il faut qu'elle arrête avec ses pensées négatives, qu'il tient à ce qu'elle sache qu'elle est tout pour lui, qu'il n'est pas parfait, qu'elle aurait mérité mieux, qu'il se demande si ce n'est pas de sa faute, etc. Il est au bout du rouleau quoi. Soudain, quelqu'un ouvre la porte de la chambre et interrompt Negan pour les prévenir que les gens évacuent l'hôpital, que l'endroit n'est plus sécurisé. Negan lui gueule le visage qu'il ne quittera pas sa femme. L'homme finit par s'en aller en lui rappelant que l'endroit n'est pas sûr et qu'il devrait se sauver. Negan regarde par la fenêtre et voit le début de l'apocalypse. Il barricade la porte de la chambre et reste auprès de sa femme qui s'est endormie pour finalement mourir. Après les pleurs, un gros bruit venant de dehors attire Negan à la fenêtre. À cet instant, sa femme se réveille mais est devenue un zombie, cherchant à atteindre Negan. Negan, choqué, lui dit « Lucille ?»